Jean-François Sestier, ancien avocat au barreau de Lyon, désormais écrivain, à tel point que vous commettez aujourd'hui votre quatrième opus qui s'appelle Schizo. Le premier, le second, le troisième, Catabase, Giovanezza, Dispersion. Qu'est-ce qui fait que l'on passe du barreau, du droit administratif plus exactement, à l'écriture? Un changement de vie? Alors, c'est un véritable changement de vie, effectivement. Vous parlez du barreau, bien sûr, mais il ne faudrait pas oublier l'université et le professeur qui avait une obligation de recherche, donc qui a toujours écrit. Mais il a écrit une thèse, des articles de droit, des commentaires d'arrêt, des articles plus de fond, etc. Donc toujours, il y en a une centaine quand même qui ont été publiés dans des revues scientifiques. Donc l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Sauf que c'était une écriture extrêmement formatée, parce que quand on écrit en droit, on est tenu par une réalité juridique qui est très prégnante. On n'est pas dans la fantaisie. Enfin, pas pour moi. Le droit, c'est comme la pâtisserie. 1 gramme, c'est 1 gramme. Un article de loi, c'est un article de loi. Oui, et surtout, le droit laisse très peu de place pour l'imagination et la prospective. On peut avoir des idées prospectives en disant la loi devrait changer, mais c'est pas le but principal du chercheur. Et d'un seul coup, j'avais un ami, puisqu'on en parle, qui était conseiller d'État, qui a été longtemps président de la Cour administrative d'appel de Lyon, et qui a fait l'ENA, et même de la fameuse promotion Voltaire, dans laquelle il y a un certain nombre d'hommes politiques. Dont un président de la République. Dont un président de la République, et un Premier ministre. Et donc, il a pris sa retraite, et cet homme-là, qui est quelqu'un de charmant, avant de faire l'ENA, avait passé quand même la grecque de philo. Sa passion, c'était aussi la philo. Et donc, un jour, je l'ai rencontré, je lui ai dit, alors, comment tu vas? Il me dit, écoute, les bouquins de droit sont passés de la bibliothèque à la cave, les bouquins de philo sont remontés de la cave à la bibliothèque. Je suis parti d'un club de philo avec des gens de Normal Sup, qu'il avait fait Normal Sup en plus, où on se rencontre une fois par mois à Paris, et le droit, c'est terminé, j'ai changé de vie. Ben, moi, j'avais des ouvrages, de la littérature, je suis un amateur de romans, toutes sortes de romans, mais avec une faiblesse pour les romans classiques du 19e un peu épiques. Et donc ces romans, ils étaient un peu à l'écart, et avec les bouquins de droit sont passés dans une cave, et les romans sont remontés, et l'écriture est venue. Et j'ai toujours eu envie d'écrire, en plus, en découvrant la liberté que l'on a quand on est romancier. Parce que c'est du roman. Et là, l'imagination est au pouvoir. Le changement d'activité juridique pour passer à celle d'écrivain vous a donné également l'envie de vous octroyer un nouveau prénom, Jeff, qui, vocalement, signifie Jean-François. Oui, on est d'accord, et ça vient, c'est très vieux. C'est pas à cette occasion-là, Jeff, tous mes amis m'appellent Jeff, tous ceux qui me connaissent, et on m'appelle comme ça depuis que j'ai 14 ou 15 ans. C'est venu au lycée Ampère où j'étais, où les gens ont commencé à m'appeler JF, et puis c'est devenu Jeff. C'est comme ça que je suis devenu Jeff. Et comme Jean-François Sestier est l'auteur qui a écrit des articles juridiques, j'ai voulu que le romancier, le nom soit le même, évidemment, mais que le prénom change. Comme ça, on sait si c'est du roman ou si c'est du droit, ce qui est écrit. Donc c'est Jeff Sestier. Effectivement, c'est pas une coquetterie, c'est une habitude, et les gens qui me connaissent sous ce pseudonyme de Jeff. Alors aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier ouvrage, Schizo, mais j'aimerais que l'on revienne quelque peu sur les 3 premiers. C'est quoi l'histoire? Y a-t-il un fil conducteur? Et puis par rapport au dernier ouvrage, le 4e, je crois qu'il y a quand même un changement. Alors, le fil conducteur, bien sûr. Alors déjà, la motivation pour l'écriture, c'est l'envie d'écrire. Les gens me demandent, mais pour qui écrivez-vous? Je réponds d'abord pour moi, parce que j'adore ça. Et après, si j'ai l'heure de plaire à quelqu'un, tant mieux. Mais j'écris pour moi. Et en fait, l'écriture est venue aussi de l'idée que on a désormais, depuis largement une 50aine d'années, voire plus, une perte en ligne de la mémoire dans la société. On a une perte en ligne de la mémoire parce qu'il n'y a plus de tradition orale, parce que les gens ne se racontent plus,
s'ils se sont racontés un jour, mais les gens ne se racontent pas. Ceux qui ont fait la guerre, quelle qu'elle soit, ne parlent pas de la guerre parce que c'était horrible, mais ils ne veulent pas en parler. Ceux qui ont été dans la souffrance, ils n'en parlent pas. Ceux qui étaient dans la joie en parlent très peu parce que ça crée des jalousies. Donc, ce qui fait qu'on ne parle plus de rien et on passe d'une génération à une autre. La deuxième génération ne sachant pas ce qui est arrivé à la première. Mais c'est arrivé dans ma famille aussi. Mon épouse a découvert, après que sa mère est morte, que sa mère était une résistante qui avait une carte avec des faux papiers qui faisait elle le savait pas et sa mère ne lui avait jamais dit. Et alors, ces 3 premiers ouvrages? Alors, la différence, c'est une histoire de famille, en quelque sorte? Aussi parce que dans ma famille, enfin, famille réduite à 2, puisque j'étais élevé par mon père tout seul, mon père me parlait. Lui m'a raconté tout, depuis sa jeunesse. Et c'est vrai que c'est une jeunesse qui se passe, il est né en Tunisie, moi aussi d'ailleurs, mais moi je n'y suis pas resté, j'en suis parti, j'avais 5 ans. Lui, il est resté jusqu'à 45 ans. Sa jeunesse, la vie en Tunisie. Alors, évidemment, on n'est pas chez Leila Slimani, hein. C'est pas une vie qui est douce comme celle qu'elle a racontée dans son prix Goncourt. On est dans une vie qui est un peu violente. C'est une vie où mon père voit monter d'abord entre les deux guerres les volontés des fascistes de vouloir reprendre la Tunisie, puisqu'il y avait une forte colonie italienne qui était alors mussolinienne jusqu'au bout des ongles, et puis derrière l'indépendance, la guerre, parce que c'est ce que je raconte dans le deuxième ouvrage, en Catabase, la Tunisie est le seul des 3 autres pays du Maghreb qui a été occupé par les forces de l'Axe pendant 6 mois, mais quand même avec les camps de concentration, avec la Gestapo, avec tout ce qui allait bien, avec l'étoile jaune et tout. Et puis derrière l'indépendance, avec dispersion, et donc toute cette communauté très cosmopolite, qui se retrouvent dispersés. Certains Italiens rentrent en Italie, d'autres, comme mes parents, reviennent en métropole, enfin reviennent. Ils n'y étaient jamais allés, et ils ne la connaissaient pas, ils étaient nés tous les deux en Tunisie. Mais ces 3 ouvrages-là racontent, grosso modo, à travers les péripéties d'une famille, en réalité, l'histoire d'un pays sous protectorat qui est la Tunisie, de ses rapports avec la France métropolitaine et de l'incompréhension totale par les instances de la France métropolitaine de la vie en Tunisie et l'incompréhension totale des gens vivant en Tunisie, et je ne parle pas uniquement des Tunisiens, mais aussi des Italiens, des Juifs, des Maltais et des Français, l'incompréhension de l'action de ce gouvernement qui finalement avait une colonie et qui ne restait qu'une colonie et qui n'avait d'intérêt que pour l'avancement des hauts fonctionnaires qui venaient y faire un séjour de 2 ans ou 3 ans. Donc c'est cette distorsion-là. Donc il y a beaucoup de l'histoire de ce rapport de la France. Dans le deuxième, il y a aussi beaucoup de l'histoire de la France libre à Londres, parce que c'est elle qui va libérer la Tunisie avec l'armée anglaise et l'armée américaine, bien entendu. Alors, Jeff, le 4e ouvrage est-il dans la continuité ou est-il fondé sur d'autres aspects? Alors, c'est la continuité réduite à 2 des personnages que l'on connaît depuis au moins le 3e roman, puisqu'ils vivent ensemble, mais c'est une rupture totale parce que ça ne se passe plus en Tunisie, ça se passe à Lyon. En fait, ce 4e est véritablement une histoire lyonnaise. C'est-à-dire, c'est l'arrivée de 2 personnes qui ne connaissent pas du tout ni Lyon, ni même la France métropolitaine, ni même les habitudes françaises, et qui viennent avec leurs habitudes de ce qu'on appelle à tort des pieds noirs, puisque les pieds noirs c'est en Algérie et pas en Tunisie, de gens de rapatriés de Tunisie, et qui sont un peu déroutés par cette façon de vivre qui n'est pas la leur, et qui déroute les gens qui ne savent pas du tout ce que représentent, ce que sont ces gens qui arrivent de Tunisie. Moi, mon père débarque à Lyon et ses collègues lui disent « mais ta femme, elle parle le français ?» Il répond « ma femme, elle a le BEPC », ce qui, en 1960, était déjà une référence, une vraie référence. Donc, c'est cette distorsion, et à travers ça, la vie de ce père et de ce fils
le fils qui est en pension, puisque le père est policier et qui travaille jour et nuit, en pleine période de guerre d'Algérie, avec les inquiétudes, avec les assassinats, les attentats du FLN et de l'OAS, et puis en même temps l'évolution de la ville de Lyon sous l'empire ou la mandature plutôt de Louis Pradel, avec des évolutions voulues d'une modernisation qui n'aura pas lieu, sauf sur un petit bout de la rue Mercière. Tout ceci est raconté dans le quatrième livre, avec aussi des passages d'un enfant qui est orphelin de mère, mais qui à 8 ans s'en sort parce qu'il a des copains, parce qu'ils vont au cinéma de l'époque, voir des films de l'époque, parce que il s'intéresse à la musique parce qu'il est en pension, mais qu'il est très bon élève et qu'il s'en sort bien, parce qu'il est en colonie de vacances, mais une colonie de vacances où il y fait des très belles rencontres et où il s'amuse bien. Donc, bien sûr, être orphelin de mère à 8 ans, c'est pas forcément une situation qui est souhaitable, mais il y a aucune tristesse chez cet enfant, même pas de la mélancolie, mais une grande maturité en revanche. On retrouve un petit peu de votre vie dans cet ouvrage, Jeff. On retrouve essentiellement ma vie, effectivement. C'est de ce point de vue-là autobiographique, à ce détail près quand même, que la référence ou le contexte est très historique, mais il est romancé. En revanche, les faits ne le sont pas. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un petit peu d'émoi dans la France métropolitaine, parce que c'est la semaine des barricades à Alger et qu'on tire quand même sur la foule, à balles réelles, c'est vrai. C'est vrai. Lorsque on parle de l'attentat du Petit Clamart, c'est pas faux. C'est vrai. Et de l'attentat qui a eu lieu avant d'ailleurs, parce qu'il y a eu deux attentats contre De Gaulle. Lorsque l'on parle des 4 généraux, du carteron de généraux en retraite, comme le dit De Gaulle dans son discours de 61, les 4 ont existé. Ils ont été condamnés. Ils en sont plus ou moins sortis. Ils ont été en fuite. Tous ces événements historiques sont scientifiquement, c'est-à-dire livresquement, avec les quotidiens d'époque, avec des ouvrages scientifiques d'histoire, vérifiés dans le moindre détail. Je dis que Élie de Noix de Saint-Marc était le commandant par intérim du régiment d'étrangers de parachutistes qui menait les actions en Algérie, c'est que c'était bien Élie de Noix de Saint-Marc qui était ce président par intérim. Si je dis que Massu a eu des problèmes avec De Gaulle dans un premier temps, puisqu'on l'a rapatrié, puisqu'il était plutôt favorable à l'Algérie française, c'est exact. Donc, c'est ce contexte-là, ces conséquences à Lyon. Quand mon père a été muté à Lyon, les gens disent « Oh, tu verras, c'est calme ». C'est calme, il y avait un nombre d'attentats assez considérable, il y a des gens, des policiers qui sont morts d'une rafale de mitraillettes au poste de Bellecour, ou à Jean Massé. Donc, c'était pas tout à fait calme. Et c'est vrai que l'enfant de 8 ans qui voit son père avec un casque lourd, une mitraillette à la main, derrière des sacs de sable, devant la préfecture en train de monter la garde, il est pas rassuré parce qu'il se dit c'est bien, mais si on lui lance une grenade, son casque lui servira à rien. Même à 8 ans, on le sait. Donc oui, c'est autobiographique, très largement. Le 4e est autobiographique. Les autres le sont. Alors les 2 premiers ne le sont pas, puisque par définition, je n'étais pas né. Donc le 3e l'est un petit peu, puisque il contient l'année de ma naissance, et puis le 4e, en revanche, n'est plus réduit qu'à pratiquement 2 personnages, plus un ou 2 de la fratrie de mon père, et par conséquent, c'est très largement autobiographique, oui. Sur l'aspect technique, l'intendance, le nombre de pages, l'éditeur, comment trouver cet ouvrage, où le trouver, ça c'est peut-être intéressant quand même. Oui, bien sûr. Alors, l'ouvrage, les ouvrages ont à peu près, c'est assez drôle parce que je sais pas, ce n'est pas volontaire, mais ils ont à peu près le même nombre de pages, c'est-à-dire qu'on est sur 370 pages éditées. L'éditeur, c'est les éditions du Panthéon, et l'ouvrage peut être commandé dans n'importe quelle librairie. Le distributeur, c'est Hachette. Donc la distribution se fait très facilement, et
là, c'est toujours pareil. Les 3 premiers ouvrages étaient à 22,90 €, mais suite au renchérissement des matières premières et des coûts, etc., le 4e est à 25,90 €. Donc, on a pris plus de 12% ou quelque chose comme ça, ou d'approchant. Mon éditeur m'a dit on peut pas faire autrement parce que aujourd'hui, le prix des ouvrages on est obligé de l'augmenter. Donc, oui, ça se trouve assez facilement. Je suis assez content aussi sur le 4e, puisqu'il se passe à Lyon, d'être désormais référencé à la bibliothèque municipale de Lyon, parce que je les ai appelés en leur disant est-ce que ça vous intéresse. Département littérature, enfin sur les ouvrages sur Lyon, il y a un département à la bibliothèque municipale de Lyon, et je leur ai dit je peux vous l'apporter. Ils m'ont dit mais attendez, on l'a commandé, on l'a repéré. Parce que sur les plateformes on l'a vu, et donc on a vu que c'était un ouvrage sur Lyon, et qu'il est déjà commandé et il sera même en prêt. Pour ces 4 premiers ouvrages, le 5e est en cours. Ah, quelques mots ou on attend? Oh, on peut en parler. Il est écrit au 4/5e, on va dire. Mais les événements personnels de cette année m'ont fait me mettre un peu en réserve. Alors, il est en rupture totale cette fois, puisqu'il n'arrive plus rien d'autobiographique. C'est un roman qui est plutôt polar, polar, oui, mais scientifique. C'est-à-dire, l'idée tient à certains progrès scientifiques qui pourraient constituer des menaces s'ils sont détournés de leur objet premier. Donc, j'en dirai pas plus pour l'instant. On m'a demandé beaucoup de travail parce que c'est bien de faire de la science, mais encore faut-il se mettre dans les ouvrages scientifiques pour parler de cette science en question sans dire de bêtises, ce qui n'est pas forcément gagné pour quelqu'un comme moi qui est un littéraire quand même. Oui, ça se passe bien. Et puis je l'ai mis aussi en retrait puisque on a en parallèle des commandes d'articles d'ouvrage collectif que je viens de terminer, il y en a 2, et donc je viens de les achever, je vais pouvoir me remettre à ce 5e ouvrage qui sera fini en septembre, et puis que je ferai éditer par la suite. Ce 4e est le plus personnel, puisque j'en deviens le personnage central, l'un des 2 personnages centraux, alors que les 3 premiers, les 2 premiers, je n'étais absolument pas, étaient du témoignage. Je dirais que les 3 premiers sont plus du témoignage et que le 4e c'est du vécu. Donc c'est pour ça que ceux qui l'ont lu m'ont dit c'est vrai qu'il y a un vrai changement par rapport aux 3 premiers, même dans le style, dans la mesure où c'est un style à la première personne pratiquement. Merci Jeff, et puis on attend le 5e ouvrage. Pour l'année prochaine, oui.